Vous écoutez l'affaire du Grélé, épisode 1, deuxième partie. Après l'affaire de Marianne, je demandais à pouvoir voir tous les télégrammes qui sortaient sur des agressions sexuelles sur des mineurs ou jeunes majeurs. Tout de suite, on fait 3 rapprochements. D'abord, 2 femmes qui sont majeures, une qui est violée, l'autre pas. À chaque fois, ils rentrent avec une carte de police. Il y a une affaire dans le 11e où un individu donc, se présente comme policier chez des jeunes qui sont en train de faire une boum. Il a attaché les enfants, il a commis un attentat à la pudeur sur la fille. En fait, le lien entre les 3 premières affaires qu'on rapproche, c'est que les victimes sont ligotées. Qu'il se présente comme policier, le même signalement physique, c'est ça, le départ des rapprochements. Ce type s'enhardit, il va carrément dans l'appartement, ça veut dire qu'il est sûr de lui, quoi. Donc, ce 26 novembre 1987, il réapparaît dans le 6e arrondissement. Il y a 4 jeunes filles ou adolescentes qui sont abordées par le même type qui correspond au signalement de l'agresseur de Marianne. Mais tout ça se passe dans une demi-heure, hein. Ils présentent une carte de police, ils leur demandent leur papier, donc ils demandent d'aller au domicile. Pas de chance, il y a toujours quelqu'un. Après, il y en a une autre qui l'aborde dans le hall. Ça s'est passé très, très rapidement. J'ai eu le temps de voir une carte cartonnée sous plastique, tricolore, avec sa photo. J'ai eu le temps de lire sous-officier de police. Isabelle, victime du Grélé. Il s'est avancé, puis moi je reculais, j'essayais de garder l'espace de sécurité. Et là, on était quasiment dans le recoin. Il commençait à me coller, alors je commençais un petit peu à paniquer. J'ai sorti ma carte d'identité, enfin. Et donc, à ce moment-là, il y a eu une hésitation sur son visage qui se lisait, comme s'il n'avait pas prévu que ça se passerait comme ça. Et c'est ça qui a fait qu'il est parti comme un éclair. Après ça, j'en ai tout de suite parlé à ma mère. On est allé à la brigade des mineurs faire une déposition. Ma mère, elle avait essayé de poser des questions parce qu'elle trouvait ça quand même très, très curieux. Ils avaient rien voulu dire, absolument rien. On a interpellé un tas de suspects possibles. La description collait, mais c'était jamais bon. Il fallait essayer toutes les pistes, vu qu'on n'avait rien. Mais non, on n'a jamais lâché. Jamais, jamais, jamais. Bien sûr, à l'époque, on avait pensé que ça pouvait être un fonctionnaire de police. C'est la dernière chose qu'on envisage, mais il fallait bien l'envisager. On cherche bien dans les dossiers disciplinaires si certains ont des problèmes sexuels ou ont été pris dans des affaires de mœurs, mais ça n'avait rien donné. Ils ne se sont intéressés qu'aux policiers fichés pour des affaires de mœurs, comme si l'individu en question ne pouvait pas être un néophyte en la matière. Pour nous, se présenter comme policier ne veut pas dire forcément qu'on l'est. Ça peut être une fausse carte pour impressionner les enfants. Une arme peut être factice également. Des menottes, on s'en procure un peu partout. Ils ont procédé par un raisonnement par l'absurde, en se disant, puisqu'il étale sa panoplie de policiers, ce n'est forcément pas un policier. En plus du meurtre de Cécile, le Grélé serait donc l'auteur de plusieurs viols ou tentatives de viols commis entre 1986 et 1987, toujours en se présentant comme un policier. Mais après cette date, le criminel disparaît des radars. Pourtant, grâce aux comparaisons de son ADN à la fin des années 90, les policiers découvrent qu'il a continué à sévir.
Donc le 29 juin 1994, une petite fille de 11 ans est enlevée à Mitry-Mory. Corinne Herman, avocate des victimes et de leurs familles. Elle était avec son vélo à l'orée de champs et de forêts pas très loin de chez elle. Elle allait s'amuser avec des copines et là, à ce moment-là, elle est toute seule. Et puis elle est arrêtée par une voiture blanche avec quelqu'un à l'intérieur qui se présente comme un policier qui souhaite contrôler son identité. C'est une ado, elle est partie faire du vélo, elle a pas ses papiers sur elle. Donc il lui dit je vous embarque au commissariat pour vérifier votre identité. Donc voilà, évidemment, elle a vu une carte tricolore. Elle se dit voilà, c'est normal, je suis arrêtée par la police. Donc elle monte dans cette voiture. Il la menotte. Didier Seban, avocat des victimes et de leurs familles. Et puis, ils vont faire une très longue route ensemble. Il l'entraîne à 100 km de là, donc on part de la Seine-et-Marne, on va dans l'Essonne, vers Saclay. Et il se rend dans une ferme désaffectée. Là, la petite, elle découvre un vieux lit, mais avec un matelas et un drap très propre dessus. Il va lui enlever ses menottes et lui mettre une cordelette et l'accrocher à un radiateur. Il y a quand même une sacrée maîtrise de cet homme et c'est quelqu'un qui n'a pas peur de grand-chose. Elle va pleurer, elle va protester, mais elle ne va pas être dans le combat. C'est une trop petite jeune fille pour pouvoir se défendre face à un homme qui va la violer. Il s'en va ensuite, il la laisse sans la tuer. Et elle réussit à se libérer et elle est récupérée par une auto-école dans le coin. Elle va donner des détails sur la voiture, dire que c'est une Volvo blanche avec un intérieur bleu. Là, je peux vous dire que les Volvo blanches, elles ont toutes été épluchées sur ce secteur-là et un petit peu partout dans le modèle correspondant que la petite avait reconnu. Ils vont recenser plus de 10 000 Volvo sur lesquels ils vont commencer à travailler. Il y a un suspect qui va être arrêté qui avait lui une Volvo. On découvre que c'est aussi un agresseur d'enfants, donc il va y avoir un travail sur cet homme, il va y avoir des recherches, mais il y aura beaucoup de suspects en fait. Je pense que c'est un homme qui part en chasse, d'une certaine manière. C'est pas, je croise une jeune fille, je lui saute dessus. On est frappé par l'organisation et le fait que il a pensé ses crimes avant de les réaliser. Il y a le fait qu'il l'emmène dans une ferme abandonnée. Il semble connaître le lieu, il y va directement. L'enquête va s'orienter autour des anciens propriétaires, la proximité avec un camp militaire, l'existence d'une auto-école qui utilise les voies abandonnées de cette ferme. Il y a des prélèvements qui sont faits. Les policiers vont saisir un mouchoir en papier dans lequel il y a une trace de sperme qui permettra ensuite d'extraire de l'ADN. Grâce à Olivier Pascal et au rapprochement génétique, on va rapprocher l'affaire de Sarah, l'affaire de Cécile Bloch, l'affaire de Marianne et l'affaire de la petite fille de Mitry-Mory. Il a eu une série d'actes très violents, très rapprochés dans les années 86-87. Après, on a l'impression qu'il y a une coupure. Et là, il y a une reprise avec un mode opératoire encore un peu différent. Il n'agit plus sur place dans les domiciles des victimes, ou en tout cas pour la petite fille de 11 ans. Il les enlève, il peut les transporter sur des longues distances. Et ça, c'est une information très importante pour les enquêteurs. Là, il procède en voiture. On est à plusieurs kilomètres de Paris. Il est en banlieue parisienne. Est-ce que les enquêteurs ont pu penser qu'il avait déménagé et que c'est pour ça qu'il tapait en Seine-et-Marne ou dans l'Essonne? Mais en tout cas, voilà, c'est la première fois qu'on retrouve l'existence du grêlé en dehors des murs de Paris. Malgré la révolution ADN, le grêlé échappe toujours aux policiers, alors même que la liste de ses crimes s'allonge. En 2000,
le docteur Pascal va à nouveau faire correspondre son ADN dans un autre cold case, cette fois, un double meurtre commis 20 ans plus tôt. Ce jour-là, en fin d'après-midi, il est à peu près 18h30, Madame Politique rentre chez elle, comme tous les soirs à peu près à la même heure. Elle habite avec son mari et sa fille dans un appartement qui loue au 7 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. On est vraiment en plein cœur du Marais. Et quand elle arrive sur le palier, elle constate que la porte de l'appartement est entrouverte. Elle pousse la porte. Elle découvre son mari mort dans le lit de la première chambre et dans la chambre du fond, qui est la chambre de sa fille, elle découvre la jeune fille opérée. Donc là, branle-bas de combat, la brigade criminelle arrive sur place dans le Marais. Lorsque nous arrivons sur place, moi je suis surpris. André Bizel, ex-chef adjoint brigade criminelle de Paris. On ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi sophistiqué, élaboré. Bon, j'en ai vu des centaines de scènes de crimes et violentes. Mais là, d'abord, cette belle jeune fille, dans cette position à moitié assise mais crucifiée. Attachée en fait au lit superposé avec les bras en l'air comme ça. Elle porte juste une petite culotte. Elle supporte aussi des traces de sang. On voit qu'elle a été torturée un petit peu, on peut appeler ça comme ça, hein, puisqu'elle a été piquée à certains endroits par une lame de couteau. Hein. Lui, il a les bras et les mains attachés dans le dos, retenus par des liens, eux-mêmes rattachés à un lien qui enserre la gorge. Il est ficelé vraiment d'une manière très particulière, avec des écharpes, des cravates, des ceintures de peignoir trouvées sur place. Ce qui les a tués tous les deux, c'est la strangulation et l'étouffement. Parce qu'ils avaient des bâillons extrêmement serrés. La jeune fille opère allemande et Gilles Politi portent chacun une trace de brûlure de cigarette sur la peau, elle au niveau du sein et lui au niveau de l'épaule. On sent qu'il y a eu quelqu'un qui a pris plaisir à faire mal. Nous allons faire la perquisition et heureusement pour l'enquête, l'unique mégot va être retrouvé et mis précieusement de côté. Déjà, on se demande si c'est le travail d'une ou deux personnes. On pense, vu la façon dont les personnes sont attachées, qu'effectivement c'est le même auteur. On peut penser qu'il est resté une bonne heure, oui. C'est quelqu'un déjà de déterminé. Et il a été suffisamment habile pour disparaître. Autre information immédiate, c'est qu'il n'y a pas de désordre dans l'appartement. L'appartement n'est pas retourné, ça ressemble pas à un cambriolage qui a pu mal tourner. En partant, l'auteur avait pris un sac où il y avait 2 appareils photo, peut-être pour les revendre. Ou alors, moi j'ai pensé aussi que peut-être comptait-il trouver des photos de ses victimes à l'intérieur. L'autopsie donc est faite le lendemain de la découverte. Donc on situe les faits dans la matinée du mercredi, là, du 29. Il n'y avait aucune trace de viol sur cette jeune fille. Et ce qu'il trouve d'intéressant, des traces de sperme, ce qui veut dire que cette personne avait eu un rapport consenti. On relève aucune trace de défense. Ce qui ajoute encore à l'énigme, hein, parce que on peut penser grandement qu'il était connu de l'une ou l'autre des victimes. Donc là, il faut tenter de déterminer ce qui est dans leur vie a amené quelqu'un à s'en prendre à eux de cette manière-là.
L'homme, donc Gilles Politi, est un mécanicien de nuit à Roissy. Il fait un peu de syndicalisme. Monsieur Politi a 38 ans et ils ont une petite fille de 3 ans et demi. Ça a l'air d'être un couple qui vit la vie de famille tout à fait tranquille. Pas de vice particulier, pas de jeu, pas de fréquentation douteuse. Non, on ne voyait pas quelqu'un pouvant lui en vouloir au point d'en arriver là. Pour ce qui concerne Irmgard Müller, elle arrivait d'un petit village d'Allemagne à proximité de Munich. Cette jeune fille, donc âgée d'une vingtaine d'années, était inscrite à la Sorbonne à Paris. Elle disposait d'une petite chambre de bonne. C'est en fait une jeune fille au père, dont le travail consiste surtout à conduire la petite à l'école, à aller la chercher, et à faire quelques tâches ménagères, un peu de... Bon. Une grosse partie de l'enquête, à partir de ce moment-là, consiste à entendre les connaissances des victimes. La veille, une voisine la voit discuter avec un type au square des Blancs-Manteaux. Elle l'a vu se disputer et ça avait l'air d'être une discussion assez vive. Le type ne semble pas très recommandable. Bon, le type squatteur, voilà, dealer de drogue. Le garçon qui est vu la veille au soir est également vu, alors ça c'est un témoignage important pour nous, le matin même. La concierge est dans l'escalier et vers 10h et quelques, elle voit ce jeune homme qui va à l'interphone. Quelqu'un qui a insisté pour rentrer. Et voilà. Donc la porte a fini par s'ouvrir et elle a vu monter un jeune homme dont elle nous donne une description assez précise. Ça correspond assez bien, nous, avec l'heure que nous donne le médecin légiste. On se dit là, on tient peut-être notre suspect. On est allé faire des constatations également dans sa chambre de bonne. On a pensé assez rapidement qu'elle n'avait pas passé la nuit seule, parce qu'il y avait un lit qui était défait de manière, on va dire, assez évocatrice. Hein. On va découvrir 2 petits carnets rouges, des espèces de journaux intimes. Et dans ces petits journaux intimes où elle raconte un petit peu sa vie à Paris, on trouve les noms d'un certain nombre d'hommes qu'elle aura rencontrés, avec les lieux de rencontre aussi, les heures, voilà, et ce qu'elle a fait avec eux. Ça va du simple flirt à l'acte, au rapport sexuel, voilà, avec les annotations de qualitatives. C'était dans la rue, c'était dans le métro, ça a été dans le train, ça a été à la piscine, ça a été... voilà. Elle liait connaissance très facilement avec des hommes qu'elle rencontrait. Ça nous éclaire un peu sur le côté dangereux de ces pratiques et sur le fait que, bon, on allait vraisemblablement trouver quelque chose dans cette direction. Donc cette liste va être pour nous une liste de suspects potentiels et on va tous les identifier, les convoquer, les entendre, vérifier les alibis. Alors tous, je dis tous sauf un. dans cette liste d'amants, il y a un mystérieux Élie Loringe. L'appréciation qu'elle avait faite sur lui, c'était on a fait l'amour, on a passé un moment ensemble, c'est pas bon, c'est pas bien, tant pis. De toute façon, il y avait un rapport intime problématique. Ça, c'est intéressant pour nous. Ça paraissait quelqu'un de suspect, comme l'auteur potentiel. On va s'acharner à essayer d'identifier ce Élie Loringe. Il y avait une adresse 13 rue Rubens à Paris 13e. Les policiers vont faire des vérifications. On fait des recherches sur ce nom même. Donc objectivement, on se dit, la piste est bonne, ça peut être lui.
En plus d'un ADN, les policiers ont maintenant un nom et une adresse. Vont-ils enfin réussir à arrêter le grêlé ? Rendez-vous la semaine prochaine pour le dénouement de cette enquête qui a obsédé la brigade criminelle de Paris pendant des années. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Jean-Pierre Vergès. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Joanna Lalonde. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.